vais tout de suite accueillir Chérifa Boukassem Zegmouri, que je laisse s'installer. Donc, Chérifa est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Claude Bernard Lyon 1, au département informatique, et membre de l'équipe lyonnaise en information et communication, ELICO. Ses recherches abordent les mutations et les permanences des modalités de production et de diffusion des savoirs scientifiques dans un environnement numérique ouvert et collaboratif. Elle est responsable du master information et médiation scientifique et technique, dont le parcours est spécialisé en épistémologie et ingénierie de la science ouverte, et également chargée de mission sciences ouvertes de son établissement. Merci Chérifa. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous et merci de m'avoir invitée à participer à cette belle journée. Et pour un petit peu faire le lien avec le début de journée hier, je me souviens très très bien d'avoir entendu pour la première fois le mot EPI revue quand j'étais en thèse. Et à l'époque, on n'avait pas Google, c'était Alta Vista. Internet n'avait rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Google Scholar n'existait pas. Et je me souviens très bien qu'avec mes camarades de thèse, on s'est pris une demi-journée à essayer de savoir ce que ça voulait dire et on n'avait pas compris. Donc on avait fini par comprendre, mais longtemps après. Donc ça me fait chaud au cœur d'être là ici avec vous. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'analyse et de réflexion fondé sur mes recherches, mais aussi mes collaborations et puis les réflexions partagées avec des collègues chercheurs, des collègues professionnels de l'information, et qui, à un moment donné, m'a poussée à m'interroger sur est-ce qu'on est à la fin d'une publication, de la publication scientifique telle que nous l'avons connue depuis bientôt 4 siècles, et ce n'était absolument pas une provocation. J'ai voulu vraiment développer cette réflexion dans un article que j'ai voulu, justement, comme en discutant avec les collègues, étendre et surtout mettre à jour d'une certaine façon. Alors, si on se fonde sur la revue en tant qu'artefact archéologique, c'est-à-dire, selon la définition de Jack Meadows, c'est-à-dire un objet qui véhicule et donne à voir l'évolution de la communication scientifique. Il y a des travaux qui ont été faits depuis plusieurs années, qui ont été d'ailleurs aussi récemment synthétisés dans un ouvrage par Elaine Fife, et qui montrent comment, quand on prend l'objet revu, que ce soit le Journal des savants ou Philosophical Transaction, eh bien, on peut identifier des périodes, des étapes extrêmement intéressantes pour voir l'évolution, l'impact de l'introduction de certaines technologies dans le système de la communication scientifique, mais aussi dans la manière avec laquelle les chercheurs rédigent, écrivent, pensent leur science et l'écrivent dans des articles. Alors, quand on l'apprend comme artefact archéologique, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve bien sûr les 4 fonctions essentielles de la revue: diffusion, enregistrement, certification, archivage. Et c'est aussi une possibilité d'entrer dans des domaines disciplinaires qui sont au-delà des sciences de l'information et de la communication, qui sont ceux de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences, et qui se fondent sur le côté visionnaire d'Oldenburg, puisque ces 4 fonctions ont été quand même pensées dès le départ. Et pour autant, eh bien, quand on se positionne du côté de la diffusion, aujourd'hui, la diffusion, elle est beaucoup portée par les archives ouvertes. HAL, Archive, parmi d'autres. Je n'ai pas mis bioRxiv ou medRxiv, on pourra en parler. Eh bien, on sait aujourd'hui que quand on fait une recherche sur Google Scholar, sur un article, le premier résultat qu'on trouve sur le listing, eh bien, ce sont les versions qui existent sur les archives ouvertes. Ce qu'on a également, c'est justement tout le travail qui se fait autour de l'appropriation, de l'usage, de l'utilisation, de la réutilisation, et j'ai envie de dire de la culture aussi, autour des archives ouvertes, y compris des standards aujourd'hui internationaux de l'information scientifique, de sa circulation, de sa diffusion, de son partage. Et je ne résiste pas à une autre petite anecdote vintage, c'est que j'ai retrouvé il y a quelques années, à l'occasion de la conférence LPUB, d'ailleurs c'était à Marseille avec Pierre Mounier, des
des tirés à part, excusez-moi, qui sont pour moi un peu les ancêtres des préprints. Moi, j'ai connu les tirés à part, qui se vendaient sur eBay, ce n'est pas une blague, de $80 à $650. Et les plus chers, c'était bien sûr ceux qui étaient signés par des auteurs prestigieux, pas forcément Nobel, hein, mais voilà. Donc, du côté de la diffusion, c'est quand même beaucoup les archives ouvertes, thématiques, institutionnelles, peu importe, qui font le travail. Du côté de la diffusion, on retrouve aussi tous ces intermédiaires, les réseaux sociaux grand public et académiques. Quand on prend ResearchGate, s'il s'est retrouvé à Berlin avec un procès, ce n'est pas anodin, c'est qu'il fait énormément, il joue un rôle quand même assez important en termes de diffusion. Et puis aussi Sci-Hub, je pense qu'on ne peut pas se le cacher, Sci-Hub est utilisé de manière quand même régulière dans nos laboratoires, dans nos formations. Quelque chose que j'ai identifié dans le cadre d'un travail de recherche qui est assez intéressant, que ce soit en France ou à l'étranger, donc c'est quelque chose quand même qui s'est globalisé, c'est qu'il y a des enseignants qui arrivent en cours et qui disent « Bon, pour ce cours, nous allons avoir besoin de tel outil, telle base et de cette plateforme qui est Sci-Hub », sans forcément expliquer le statut de Sci-Hub. Alors, du côté des collections de l'archivage, je pense que le travail qui a été fait depuis des siècles par les professionnels de l'information, j'utilise cette expression pour généraliser tous les statuts de ces professionnels, eh bien, il suffit de voir comment, justement, dans début des années 2000, comment les éditeurs, les grands groupes de l'édition scientifique se sont adressés aux bibliothèques académiques qui avaient depuis des décennies, voire des siècles, accumuler des collections, et puis avec une vraie politique documentaire, voilà, et qui sont allés les numériser pour les reconstituer de manière numérique, et puis ils sont venus nous les revendre très très cher, et on a découvert le mot backfiles, etc. Donc de ce côté-là, là aussi, la fonction existe. Alors, là où c'est intéressant, c'est la question de la certification, de l'évaluation par les pairs. Parce que dans ma vision que vous pouvez discuter, j'ai l'impression que la revue scientifique, comme objet, elle s'est retrouvée démantelée dans ses fonctions, et la seule qui reste véritablement, donc la seule qui reste entre les mains encore des grands groupes, des publishers, et sur laquelle ils essayent de garder encore, d'éviter que le barrage ne s'effondre, c'est l'évaluation par les pairs, la certification. Et pour autant, cette fonction, eh bien, elle tangue chez les publishers parce que justement, on a un nombre d'articles qui ne cesse d'augmenter. Nous n'avons pas assez d'experts et d'expertise pour la masse de soumissions qui existent. On sait, d'après plusieurs études, que l'expertise... Alors, la publication scientifique s'est globalisée. On a de plus en plus de soumissions des pays, qu'on appelle les pays du Sud, des pays émergents. Mais pour le moment, les publishers font essentiellement appel aux chercheurs européens et nord-américains pour l'évaluation. Et on l'a vu aussi avec la pandémie, mais pas seulement, c'est qu'il y a un phénomène d'accélération. On demande... moi, je me souviens que l'évaluation par les pairs, l'évaluation d'articles, on nous donnait souvent 2 mois. Maintenant, on nous demande 3 semaines de délai, et parfois même plus, et je ne parle pas de la période Covid, et je ne travaille pas sur le Covid. Alors, on sait aussi que l'une des outils, l'une des stratégies des éditeurs pour essayer de maîtriser la question de l'évaluation qui, pour eux, est la plus coûteuse, la plus compliquée à organiser, c'est justement d'avoir un carnet d'adresses de bénévoles qui acceptent justement de donner du temps pour prendre en charge ce contre-don le contre-don des chercheurs vis-à-vis de leur communauté. Et justement, ce qu'on observe, c'est que pour le moment, en termes d'évaluation par les pairs, et les collègues de PCI pourront en parler certainement tout à l'heure, on est encore finalement dans des phénomènes d'avantages cumulés, d'effets Mathieu. On est aussi dans un savoir-faire qui n'est pas toujours transmis de manière formelle. C'est-à-dire que les jeunes chercheurs ne sont pas formés formellement
à l'évaluation par les pairs. Ils sont formés sur le tas. Et ce n'est pas un savoir-faire qui est transmis de manière avec des compétences identifiées. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on avait vu avec le projet Harbinger, c'est le PI n'a pas le temps et donc il suggère à son doctorant ou à son postdoc de faire le travail, bien sûr en passant derrière, mais c'est souvent le jeune chercheur qui fait le travail. Et c'est pour ça que des initiatives comme PCI sont extrêmement intéressantes, parce que justement là, elles décorrèlent la certification de la revue et des publishers et permet de repenser autrement le système d'évaluation par les pairs et d'imaginer des choses différentes. Et je n'oublierai jamais ces chercheurs français d'ailleurs, ces jeunes chercheurs dans le projet Harbinger qui me disaient: bon, le système de peer review, moi, me convient, enfin, j'ai rien à dire. Bon, ils n'étaient pas critiques, voilà. Par contre, là où je suis extrêmement frustrée, c'est lorsque j'ai des rapports des évaluateurs qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils m'aident véritablement à comprendre comment je peux améliorer mes articles, comment je peux améliorer ma recherche, comment je peux mieux poser mes questions, mais que je n'ai pas la possibilité de réagir, de répondre. Je n'ai pas la possibilité de poursuivre le débat. Donc, une énorme reconnaissance vis-à-vis des évaluateurs qui les ont aidés à aller plus loin, mais une énorme frustration dans le fait de ne pas pouvoir poursuivre ce qu'on appelle le débat scientifique, la discussion scientifique. J'appuyais sur le bouton rouge. Alors, ce qui est intéressant aussi, autour de cette question de l'hypothèse de la fin de la publication scientifique, c'est ce qu'on appelle la prédation. Et c'est le tweet d'un collègue, je suis désolée, mais je n'ai pas résisté, là aussi. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est un collègue qui dit, je ne sais pas si ça se voit, c'est une voiture rouge avec un cheval blanc dedans, et il dit: contrefaçon grossière, attention, ceci n'est pas une Ferrari, même si la voiture est rouge et que le cheval est blanc. Et pour moi, c'est tellement, tellement représentatif du phénomène de la prédation. Je la mets... Alors, imaginez-vous dans le cas d'un jeune chercheur qui découvre le système de la communication scientifique. C'est compliqué parce que justement, contrairement à la période où j'avais fait ma thèse, les choses sont compliquées aujourd'hui. Comment se retrouver entre les revues ceci, les revues cela, tout ce jargon, toute cette terminologie, toutes ces connaissances, toute cette culture. Alors, et je défends le concept de culture de la publication scientifique, on pourra en parler. Il faudra d'ailleurs qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on écrive quelque chose là-dessus, parce que ça devient une véritable culture et qui pose la question d'une sous-culture, justement. Alors, et qu'on a eu l'occasion de discuter avec Pierre il y a quelques mois, qui est une sous-culture qui émerge aussi avec la pression à la publication, le publish or perish. C'est une des conséquences, pas la seule, bien entendu. Et je vous ai mis quelques verbatim de chercheurs qui ont publié chez Omics, dans le cadre d'une recherche que je viens de finaliser avec des collègues, et qui vous disent à quel point ils se sentent finalement dépréciés, méprisés, parce qu'ils appellent le centre, parce qu'ils appellent ils visent les publishers, bien sûr, et la manière avec laquelle ces publishers ont finalement mené le système de la communication scientifique. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande cet ouvrage qui explique bien justement les affres de la publication scientifique soumise à la pression à la publication, et comment ça peut expliquer justement que des chercheurs à un moment donné s'arrange, excusez-moi, c'est l'expression qui me vient à l'esprit, s'arrange avec la publication. Et certains sont dans des logiques que l'on peut d'ailleurs identifier dans d'autres industries culturelles, comme le cinéma ou la musique. C'est parfois on soumet des articles dans des revues prestigieuses, et parfois on soumet des articles dans des revues faciles, rapides. Alors, pour finir, et promis, je tiendrai le planning, alors, on a déjà eu l'occasion de parler de cette plateformisation horizontale qui nourrit la question les enjeux de l'automatisation, de l'entrée en jeu de l'IA dans le système de la communication scientifique. Je pense que cette figure est très connue. Elle montre, dans le cas d'Elsevier, qui est quand même iconique en termes de stratégie, comment il n'est plus dans des stratégies d'acquisition de contenu comme il l'a été dans les années 90.
il est dans des stratégies de rachat d'innovation ou d'implémentation d'innovation à coût de rachat de plateformes. Et cette plateformisation, justement, elle est tout à fait intéressante à analyser du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la transformation de la communication scientifique et de la publication scientifique, puisque là, on n'est plus sur un éditeur, un publisher, on est sur un conglomérat technologique. Et ce que j'appelle une plateformisation verticale, qu'il ne faut pas prendre ici au sens économique, mais ce sont tous les outils, et cette slide n'est absolument pas exhaustive, que l'on utilise aujourd'hui dans différents domaines. Bien sûr, il faudrait d'ailleurs une lecture, une grille disciplinaire, qui montre comment aujourd'hui on écrit toujours avec des outils de manière assistée, on analyse avec des outils de manière assistée, enfin, tout est automatisé. Et de fait, je vous renvoie à un excellent ouvrage que j'ai découvert tout récemment de Catherine Hales, qui a qui a beaucoup travaillé sur le livre. Mais pour moi, justement, la revue scientifique est une sous-filière du livre, donc il y a des enseignements à prendre du livre, et qui montre comment justement l'automatisation, l'introduction de l'IA ou l'exacerbation de l'usage de l'IA dans la publication scientifique amène à reformuler une réflexion que je trouve particulièrement bien formalisée justement dans un travail théorique qui a été proposé par Alberto Martin de l'Université de Grenade, qu'il a présenté à la conférence STI récemment, et qui montre notamment comment des concepts entre guillemets anciens comme le knowledge et le record management, qui sont anciens, que les professionnels de l'information connaissent depuis longtemps, peuvent être intéressants pour repenser le système de la communication scientifique, pas à partir du modèle de la revue, mais à partir du modèle des archives ouvertes. Et ça permet de repenser, c'est-à-dire de rebattre les cartes, faire tabula rasa peut-être, mais en tout cas de repenser les choses intéressantes. En tout cas, ça introduit de l'originalité. Et pour finir, cette automatisation, elle donne quand même, elle nous engage à réfléchir et surtout à réintégrer l'éthique au cœur de nos réflexions et au cœur de notre fonctionnement, de nos actions, puisque le travail qui est mené par Cyril Labbé et Guillaume Cabana sur les tortured phrases montre à quel point aujourd'hui on n'est pas seulement sur des phénomènes de prédation, on est aussi sur des phénomènes de production de masse automatisée d'articles qui n'ont aucun sens et qui sont néanmoins publiés chez les grandes maisons d'édition. Alors, pour finir, et promis, là, c'est fini. Voilà. En plus, il y a une de mes anciennes étudiantes qui est là, donc elle sait à quel point je suis bavarde. Alors, quand je serai grand, je serai prompt engineer. Alors, ça, c'est une phrase vraiment très, très ironique et qui vous engage à réfléchir avec moi. C'est qu'à l'occasion d'un atelier qui a été fait la semaine passée à l'Université de Mayence, en regard d'un atelier qu'on avait organisé à Lyon, avec les collègues de l'Université de Mayence, on a testé ensemble avec les collègues ChatGPT pendant toute une après-midi à le triturer dans tous les sens. Et ce qu'il en est sorti, et ce qui a été révélateur pour moi, c'est que ce type d'outil va surtout nous amener, si on ne l'utilise pas de manière intelligente, à faire de nous des spécialistes de la consigne, puisque l'une des clés de voûte de ChatGPT, c'est le prompt, la consigne. Plus on donne une consigne claire, précise et détaillée, plus lui, il est capable de bien travailler. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec des productions de plus en plus normalisées, qui n'ont pas de relief, qui n'ont pas d'originalité, qui n'ont pas de spécificité, qui n'ont pas même, j'ai envie de dire, ces défauts qui nous caractérisent en tant qu'humains, ces biais qui nous caractérisent en tant qu'humains, trop lisses, trop, voilà. Et on va se retrouver en prompt engineer, c'est-à-dire des pros de la consigne, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça.
Et c'est là-dessus que je souhaiterais finir mon propos, parce que j'ai l'impression qu'il y a un buzz autour de ChatGPT, mais je n'ai pas l'impression qu'on est en train de poser les bonnes questions, parce que pour moi, c'est la question de la normalisation des savoirs. Dans les travaux de Catherine Hales, ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, on n'écrit plus un article comme on le faisait au début du XXe siècle, bien sûr. On utilise des outils, il y a une cognition distribuée, pour citer Catherine Hales, mais peut-être qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser et sur laquelle un débat mérite d'être porté. Désolée d'avoir dépassé, je vous remercie et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Chérifa. Très peu dépassé, tout va bien. On est encore dans les temps, d'autant que vous avez sans doute plein de questions. Vous les perdez pas, parce qu'on ne va pas les prendre tout de suite. On va d'abord écouter et grouper les questions, écouter nos collègues de PCI. Donc, et puis ça pour changer les slides. Donc, nous leur avons proposé d'intervenir et de nous réfléchir aux similitudes, différences et articulations possibles avec Epiccience. Donc j'accueille Marjolaine Hamelin, qui est ingénieure à la direction de la science ouverte de l'INRAE. Après avoir été rédactrice en chef de la revue Agronomy for Sustainable Development, elle est, pendant 11 ans, elle a rejoint l'équipe de PCI en 2021 en tant que chargée d'appui au projet. Est-ce que peut-être je présente déjà tes collègues, comme ça vous pourrez après directement intervenir. Donc nous avons également le plaisir d'accueillir Denis Bourguet, qui est donc chercheur à l'INRAE. Il travaille à Montpellier en biologie évolutive sur l'évolution de la résistance aux pesticides. Il est cofondateur de PCI à la fin de l'année 2016. Il assure la cogestion depuis, avec en particulier entre autres Thomas Guillemot, qui est donc chercheur également à l'INRAE, à Sophia Ennis, sur les aspects de biologie évolutive des invasions biologiques, donc aussi cofondateur et qui vont intervenir juste après Marjolaine. Merci beaucoup. Bonjour, donc je vais vous faire cette présentation sur les similitudes et les différences avec Epiccience. Donc on est très content de pouvoir participer à cet événement anniversaire d'Epiccience. Je vais faire la présentation et puis Denis et Thomas qui sont les fondateurs du projet répondront ensuite aux questions. Epiccience et PCI, il y a un certain nombre de valeurs communes et puis des modèles qui sont quand même relativement proches. Donc, le premier de ces points communs, c'est une critique du système actuel de publication, avec un certain nombre de constats sur les déficiences de ce système de publication. On l'a évoqué hier, Chérifa l'a évoqué aussi à l'instant. Donc un système pernicieux dans le sens où, en particulier pour le Gold Open Access, les revenus du publisher sont directement liés au nombre d'articles qui sont publiés. Un système qui est excessivement coûteux, puisque ça représente donc 9 milliards d'euros à peu près par rapport aux 3 millions d'articles publiés, ce qui arrive à un coût par article d'environ 3 000 euros, et donc à l'échelle de la France, 150 millions d'euros par an. Donc, et tout ça avec des marges excessives, énormes des publishers par rapport à d'autres secteurs d'activité, de l'ordre de 35-40%. Et un système dans lequel ce sont les chercheurs qui apportent toute la valeur ajoutée aux articles, puisque ce sont eux qui font presque tout gratuitement. Et Chérifa a évoqué tout à l'heure le fait que pour les publishers, le peer review était quelque chose d'important. Les publishers offrent la dimension technique, enfin le support technique pour le peer review, mais ce sont les chercheurs qui font ce peer review. Donc voilà, ils écrivent, évaluent, éditent et relisent. Donc, Epiccience comme PCI sont deux systèmes qui sont basés sur les préprints et sur l'évaluation donc de préprints dans différentes thématiques. Pour PCI, donc, ce sont des communautés de chercheurs, les PCI Peer Community In, ce sont des communautés de chercheurs donc, qui vont organiser cette évaluation et la recommandation dans leur champ disciplinaire. Alors actuellement, on en a 17 depuis la création du projet en 2017. Et donc, voilà, dans des domaines aussi différents que l'écologie, la biologie évolutive, la génomique, etc.
Ces deux systèmes, ces deux modèles sont également des modèles qui sont financés exclusivement par des fonds publics. Pour PCI, donc, ce sont des soutiens qui sont obtenus auprès d'organismes de recherche, d'universités, de bibliothèques, de sociétés savantes. En France, parce que le projet est né en France, à noter qu'on a bénéficié du premier appel à projet du Fonds national pour la science ouverte. INRAE, bien sûr, puisqu'on est, tous les trois personnel INRAE. Le CNRS est aussi un très, très fort soutien de PCI. Mais voilà, aussi des universités à l'étranger. On a récemment obtenu le soutien de différentes universités, en particulier au Royaume-Uni, des LabEx, des sociétés savantes, etc. Ces deux modèles, donc Epicence et PCI, sont des modèles qui répondent aux objectifs de la science ouverte, en matière d'accès libre et gratuit aux articles, en matière aussi de droit d'auteur, de conservation de la propriété à l'auteur tout au long du processus éditorial, par le biais d'une licence CC BY sur les articles et sur les recommandations, et également l'archivage pérenne des articles et des recommandations. Donc maintenant, je vais plus m'attacher à ce qui fait la spécificité de Peer Community In et de Peer Community Journal par rapport à Epicence. Une première différence, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'évaluation et la publication, ce que Chérifa a évoqué aussi à l'instant. Donc l'évaluation est faite au sein des communautés, des PCI, à partir de préprints qui peuvent être déposés dans n'importe quelle archive ouverte, ALB, BioArchive, Zenodo, Archive, etc. Et ensuite, peut venir, ce n'est pas une étape obligatoire, mais peut venir une étape de publication, par exemple dans la revue Peer Community Journal qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est un système qui fait du préprint recommandé un article final, valide, citable. Alors ici, dans ce schéma qui ressemble beaucoup à celui qui a été présenté par Raphaël hier, il y a quand même des différences. Une première différence, c'est que les auteurs sont obligés de déposer les données, le code, les scripts qui sont associés à leur étude avant de soumettre leur article pour évaluation à une PCI. Et ensuite, il y a un processus de soumission classique comme ça pourrait se passer dans une revue traditionnelle, avec un système de peer review, avec des rounds d'évaluation et de révision de l'article. Mais la deuxième grande différence, c'est que ce qui est publié sur le site de la PCI, ce ne sont pas des articles, ce sont des recommandations, ce sont des décisions éditoriales. Des choses qui, dans le système classique, sont finalement opaques, invisibles, et qui, dans le système PCI, sont citables et rédigées comme de courts articles. C'est un système qui, malgré tout, ne ferme pas la porte à la publication dans une revue. Alors, à la publication dans Peer Community Journal, on en parlera après, ou alors dans des revues amies classiques, revues amies, c'est-à-dire revues qui ont accepté de considérer les recommandations de PCI, qui peuvent s'en satisfaire ou décider de faire du peer review supplémentaire. Voilà, c'est à leur choix. Ou alors n'importe quelle revue qui accepterait la soumission de préprint. La revue, donc, Peer Community Journal, qui est une initiative assez récente, puisqu'elle a été créée en novembre 2021. Elle a été créée en fait, pour répondre aux problèmes liés au mode d'évaluation de beaucoup de chercheurs dans encore beaucoup de pays, basés sur le nombre d'articles publiés dans des revues. Donc voilà, c'est un problème pour un certain nombre d'auteurs de se satisfaire du préprint évalué. Donc pour répondre à ça, pour éviter que les articles ne repartent finalement dans le système traditionnel de publication, on a proposé cette revue, qui est une méga revue, avec une section par PCI, qui est en open access diamant, donc gratuit pour les lecteurs et les auteurs, qui n'accepte que et tel quel des articles recommandés, c'est-à-dire qu'il faut passer par PCI pour publier dans le Peer Community Journal, et qui commence à être indexé dans un certain nombre de bases de données, le DOAJ, qui est reconnu par la coalition S,
et qui est en cours d'évaluation pour des bases de données comme le Web of Science, de façon toujours pareille à pouvoir attirer les auteurs. Une des spécificités aussi de PCI, c'est cette obligation de déposer donc, tout ce qui est données, scripts et codes, ça on en a parlé, et aussi de déclarer les conflits d'intérêts. Alors les conflits d'intérêts financiers sont interdits, et les conflits d'intérêts non financiers doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique. Et donc sur le site des PCI, on a l'intégralité du processus d'évaluation, l'historique, voilà, des reviews, les réponses des auteurs, et jusqu'à la décision éditoriale finale qui s'appelle la recommandation et qui a son propre titre et ses références comme un court article. Voilà, donc ici, petit récapitulatif donc, de ce qu'on a vu entre ces similitudes, donc des modèles qui sont quand même, qui partagent des constats de dysfonctionnement de l'édition classique, l'open access diamant au cœur de ces systèmes. On a des PCI thématiques, on a différentes revues pour Epicence dans différentes disciplines. Les préprints au cœur de ces systèmes, un financement exclusif par des organismes publics, la conservation de la propriété à l'auteur tout au cours du processus et l'archivage pérenne. Et les différences qu'on a vues. Le fait que les auteurs des PCI peuvent utiliser n'importe quelle archive ouverte, alors ça c'est aussi en cours de construction chez Epicence, mais voilà, au départ Epicence était quand même reposé beaucoup sur HAL, et puis ensuite c'est ouvert aux autres archives ouvertes. Le dépôt des données obligatoires, les conflits d'intérêts, on en a parlé, et le fait que PCI ne publie que des décisions éditoriales et pas d'articles. Un processus éditorial ouvert, c'est une possibilité offerte par Epicence, mais chez nous, c'est vraiment une obligation. Le fait que les évaluations soient réutilisables par d'autres revues. Un préprint recommandé par une PCI peut être utilisé, cité, sans être publié dans une revue. C'est un objet final. Et Peer Community Journal, finalement, qui n'est pas vraiment une épi-revue, puisque les articles du journal ne sont publiés que sur le site du journal et pas sur l'archive ouverte. Pour terminer, donc, quelques chiffres pour vous donner un peu un aperçu du projet. Donc, on a 17 communautés. On a un peu plus de 1000 articles qui ont été soumis, bientôt 500 articles recommandés. Un temps médian entre la soumission et la première décision qui est très similaire à ce qu'on peut avoir dans des revues classiques. Voilà, un très grand nombre de recommandeurs qui sont l'équivalent des éditeurs associés dans les revues, ce qui permet de répartir la charge de travail entre les chercheurs. Voilà, et puis beaucoup de revues amies, bientôt une centaine de revues amies, et un très grand nombre d'organismes qui soutiennent PCI à hauteur généralement de la valeur d'un APC par an, et ça nous permet donc d'assurer la durabilité du système. 17 PCI depuis la première qui a été créée en 2017 en biologie évolutive. Voilà, à noter en 2021 la création d'une PCI dédiée aux Registered Reports, qui sont voilà, des objets un peu spécifiques et qui aussi font l'objet de beaucoup d'attention. C'est vraiment encore un autre modèle de publication où on publie d'abord le protocole expérimental avant de conduire les expériences et ensuite d'acquérir les données. Donc cette année, on va ouvrir donc, dans quelques mois la première PCI en sciences sociales, donc Organization Studies. Comment contribuer voilà, on incite les chercheurs à être reviewers et auteurs, bien sûr, et à s'engager à lancer de nouvelles PCI. Et on a lancé en 2022 un manifeste, en fait, de façon à soutenir le développement du Peer Community Journal, par lequel les chercheurs s'engagent à soumettre un de leurs articles à une PCI et, s'il est recommandé, à le publier dans la revue. Et on a voilà, plus de 1000 signatures, donc on a largement dépassé l'objectif initial. Voilà, je vous remercie.
Garde le micro. Je vous remercie beaucoup. On va faire une petite séance de questions et réponses. Donc, si vous voulez peut-être vous joindre à nous, Chérifa aussi, si tu veux nous rejoindre. Et il y a un micro qui est là. Comme vous voulez. Si tu as envie, aucun problème. Assis en rang. Et je peux même m'asseoir avec vous. Et il y a une question. Bonjour, François Gibier, JTCAM. J'ai une question pour PCI sur la politique des données. Donc vous les déposez, c'est super. Est-ce que vous faites une vérification des données déposées et de la curation pour qu'elles soient réutilisables? Alors, ouais. Alors, c'est pour l'instant, c'est assez embryonnaire. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir des data editors et des script editors, ce qu'on n'a toujours pas. Hein. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est un truc un peu minimal. On vérifie qu'il y a des métadonnées qui sont associées aux données. On vérifie que ce soit à peu près compréhensible, pour les données, par exemple, hein, que les noms des variables soient décrits dans un fichier, que les métadonnées soient associées. Et pour les scripts, on vérifie, pareil, donc on n'a pas de script editor, hein, donc on ne fait pas tourner les scripts, on s'assure juste qu'ils ont été déposés, qu'il y a un readme, que les scripts sont commentés, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. Mais c'est en projet, c'est-à-dire qu'on espère avoir bientôt, on va faire un appel à nos amis recommandeurs et tout ça, là, pour avoir des scripts et des data editors, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas du tout suffisant, quoi. Mais pardon, juste pour terminer, le simple fait de demander aux auteurs de déposer leurs données et leurs scripts, c'est déjà révolutionnaire dans beaucoup de domaines. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance qui est considérable, hein, déjà à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est ce que JTCAM nous disait hier, en fait, qu'ils avaient pensé, et finalement, c'était tellement compliqué. Et vous, en fait, les gens le font. De toute façon, il n'y a pas le choix. On ne leur laisse pas le choix. En fait, dans le formulaire de soumission, maintenant, s'il y a une case, c'est obligatoire. Donc, s'ils ne mettent pas le lien vers les données, ils ne peuvent pas soumettre. Mais bon, on leur court quand même un peu après, parce que ce n'est pas toujours parfait. Bonjour, Vincent Gary, donc mon JTCAM encore. Merci pour ces deux exposés, mais super intéressants. C'était vraiment, et je vais poser une question un peu provocante, mais qu'il faut prendre de façon amicale. D'accord. En ce moment, sur le net, il y a plein de papiers qui passent sur l'évaluation par les pairs et les certifications, avec des choses assez provocantes. Bon, d'abord, souvent, on dit que c'est une pratique récente, 60 ans. Avant, ça n'existait pas. Est-ce que c'est un bon modèle? C'est une pratique qui a été mise en place par des financeurs de la recherche. Beaucoup de gens disent que c'est coûteux. On le sait que c'est coûteux, on passe du temps. Et dans ces articles, il y a plein d'éléments qui disent que c'est souvent inefficace, inutile, voire nocif. Hein, du fait que l'évaluation par les pairs, bon, il y a la reproduction, et puis ça n'a pas empêché tous les problèmes qu'il y a eu de non-reproducibilité, de choses fausses et tout ça. Donc moi, je voulais savoir, nous, on fait de l'évaluation par les pairs, hein, donc on n'est pas contre. Mais est-ce que vous remettez en cause cet aspect? Et qui était aussi quelque chose qui est au cœur, qui est toujours tenu aussi par les grandes maisons d'édition. Alors, Chérifa, je suis sûr, a des choses à dire. Juste là-dessus, moi, je peux réagir en disant qu'effectivement, le système de peer review, il n'est pas parfait. On sait, ça laisse passer. Maintenant, c'est un moindre mal. Et surtout, c'est un très bon filtre, à mon avis, pour éviter qu'il y ait des grosses erreurs qui soient faites. Alors, voilà, encore une fois, c'est pas parfait. Ça laisse passer des choses qui ne devraient pas être passées. Il faut faire des rétractations, etc. Mais au moins, c'est un filtre, nous, qui nous paraissait intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que quand on a lancé PCI, qui était un mode, on n'a pas fait de l'open peer review où chacun peut faire du pouce levé. On a voulu associer PCI avec un format très traditionnel, classique, j'ai envie de dire, de peer review pour qu'on ait une évaluation approfondie des articles en bonne et due forme par les pairs, et ça nous semblait essentiel en termes de garde-fou. Voilà, donc on n'est pas sur un mode où on veut revoir ça, on est plutôt sur un mode où on veut conserver ça, tout en sachant les limites. Enfin, j'imagine. Merci parce que votre question est super intéressante, hein, effectivement. Alors, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, le peer review ne valide pas de manière binaire, c'est-à-dire parfaite. La science s'auto-corrige, pour reprendre une expression développée par les collègues. Elle s'auto-corrige, on fait des rétractions, on peut revenir sur des articles 30 ans plus tard. Voilà. Par contre, ce qui fait la valeur du peer review, et c'est la raison pour laquelle les publishers ne le lâchent pas, c'est ce qui fait la distinction entre du contenu scientifique et du contenu non scientifique. Et c'est cette capacité avec des rapports, et je comprends que vous ayez gardé l'idée de peer review classique, entre guillemets avec des rapports, c'est cette capacité à qualifier les apports d'un travail
ses biais, ses limites, son originalité, ses potentialités. Et c'est ça, on est au cœur de l'expertise des chercheurs. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il y aura toujours des articles qui passeront alors qu'il y a un petit souci, mais avec quand même une forme de consensus faite par les chercheurs. J'avais levé la main en même temps que Vincent, alors je garde le micro, c'est facile. Oui, moi je voulais juste rajouter un tout petit truc sur ce peer review. Je pense que dans ma communauté, on a des journaux qui font de l'open review et avec d'autres personnes qui peuvent commenter. En fait, quand c'est ouvert, quand on peut avoir accès aux reviews, on peut aussi évaluer sa qualité et suivre les étapes, et ça aide quand même beaucoup, je trouve. Mais après, ma question n'avait absolument rien à voir. Donc moi, je travaille dans un laboratoire de géosciences de l'environnement et on a beaucoup de contacts avec les pays du Sud. Et là, en fait, mes collègues, quand je leur parle de nos modèles de publication, ils disent formidable, mais nos collègues dans les pays du Sud, ils publient chez Frontiers et MDPI parce qu'en fait, ils sont vraiment dans la course au public et ils ne voient pas d'autres modèles alternatifs. Ils sont rentrés dedans, mais par la petite porte, en fait. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, comme alternative, ou de prendre en compte leurs spécificités. Est-ce que ça a été réfléchi ? Alors, il y a un vrai problème avec MDPI et Frontiers. Je pense qu'on pourrait organiser toute une journée là-dessus. Et effectivement, oui. Et effectivement, c'est la solution de facilité. J'ai envie de dire pas que pour les pays du Sud. Si j'ai fait récemment quelques petits points d'analyse bibliométrique rapide et pas du tout approfondis, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour la France. Et ce qui m'inquiète véritablement, c'est qu'on voit de plus en plus de publications européennes, françaises chez Frontiers et MDPI, et alors que le taux de citation baisse, c'est-à-dire que ce sont vraiment des publications comme des coups d'épée dans l'eau qui ne rejoignent pas une audience, qui ne rejoignent pas un lectorat. Et là, je pense qu'on ne va pas pouvoir régler ça aujourd'hui. Après, c'est toute la question de l'évaluation de la recherche, et on en a parlé hier aussi, c'est-à-dire qu'il faut tout le travail qui est fait aussi par Denis et Thomas pour convaincre les écoles doctorales, les comités d'évaluation de changer on va dire l'unité de valeur sur laquelle ils jugent les chercheurs. Il faut que cette réflexion-là, elle déborde aussi, elle dépasse évidemment la France, puisque les chercheurs ils publient des articles avec des chercheurs d'autres pays, et donc il faut que les règles changent aussi partout, quoi. Et voilà, il faut promouvoir DORA. C'est tout ce travail-là qui fera changer, qui permettra ensuite que le modèle soit adopté ailleurs. Alors moi aussi j'ai une question et je vais prendre les mêmes précautions que mon collègue. Donc un peu provocatrice la question, mais il faut la prendre amicalement. Donc la question, elle repose sur la petite phrase que vous avez indiquée sur le fait que le chercheur fait tout gratuitement. Ils ne sont pas payés, nos chercheurs ? Alors, quand on dit gratuitement, il faut le prendre au sens gratuitement pour les éditeurs. C'est-à-dire que c'est du bénévolat dont ils tirent bénéfice allègrement. C'est ce qu'on entend par gratuitement. D'accord. On a bien idée des coûts qui sont derrière, justement, et, voilà, tout le processus de review, tout le processus d'édition, etc. Donc c'était juste un peu... Mais c'est important d'apporter cette précision, Laurence. Je suis parce d'accord avec ça. qu'effectivement, les chercheurs sont payés, c'est de l'argent public, et il ne faut pas faire croire que c'est gratuit, parce que ça a quand même un coût aussi. Mais c'est en relation avec des discussions qui sont récurrentes dans le milieu des chercheurs. Par exemple, il y a plein de chercheurs qui se disent « Ouais, mais il faudrait qu'on soit payé en plus pour faire du reviewing ». Nous, on pense que c'est une très très mauvaise idée, mais c'est des revendications qui existent dans certaines communautés. Il faudrait que les publishers privés payent certains chercheurs pour faire du reviewing. Nous, on pense encore une fois que c'est une très très mauvaise idée. Mais donc quand on dit gratuitement, on parle de ça, du fait qu'on n'est pas payé spécifiquement par les publishers qui encaissent des sous. Non, mais ça fait quand même partie de la mission du chercheur. Absolument, absolument. Je rajoute une chose, Laurence, quand on parle de PCI et Peer Community Journal, on parle du modèle Diamant, on se garde bien de dire que c'est gratuit. Effectivement, c'est gratuit, on précise, pour les auteurs et les lecteurs. Ce n'est pas un modèle qui est gratuit, évidemment. On reçoit des soutiens tous, que ce soit Epicence, que ce soit nous, par des fonds publics, et donc ce n'est pas gratuit comme modèle. C'est moins cher, c'est ce qu'on espère en tout cas. On peut prendre une dernière question rapide, Irénée ? Oui, bonjour. Je voulais demander,
quand vous avez fait passer le PCI manifeste, donc il y a plein de gens qui sont engagés à publier dans l'année au moins une fois auprès d'une peer community. Et comment vous allez faire pour encaisser ce surplus de soumissions qui vous seront faites pendant l'année? Enfin, je pense que ça va plutôt s'accumuler en fin d'année civile. Comment vous allez pouvoir gérer cet afflux en fait? Je peux commencer. On a plein de recommandeurs, nos éditeurs associés qui ont faim. C'est-à-dire dans beaucoup de communautés, c'est le cas de PCI Evolbiol, c'est le cas de PCI Écologie, c'est 400 éditeurs associés, 400 recommandeurs. Pour beaucoup, ils n'ont pas eu le temps encore d'œuvrer parce qu'effectivement, le nombre de soumissions était limité. Donc, ça nous donne cette capacité, la capacité de PCI à accueillir un grand nombre d'éditeurs associés, à encaisser un grand nombre de soumissions. Ça, c'est une partie de la réponse. Et la deuxième partie de la réponse, par exemple, pour la gestion des manuscrits au passage dans le Peer Community Journal, où il y a du travail quand même, il faut mettre en forme, il faut normer, etc. Enfin bon, il y a du boulot, quoi. Pour l'instant, c'est un peu nous qui le faisons, ça. Et on a commencé à avoir des propositions de la part de certains recommandeurs ou de certains utilisateurs de PCI pour nous aider. Il y a des gens qui nous disent « on veut vous aider, on veut vous aider ». Et donc, on a commencé à recruter des collègues pour faire ça. Et donc, par exemple, il y a déjà un qu'on appelle assistant éditorial... je sais pas quoi, enfin un assistant quoi, là, qui travaille avec nous. Il y en a une deuxième qui va probablement commencer bientôt. Et peut-être qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin, qu'on en ait plus pour pouvoir absorber tout ça avant la fin de l'année aussi. Ouais. Alors, j'espère après, côté centre Mersenne, qu'on ne vous envahira pas trop avec le flot de manuscrits. Vincent, ouais. Merci on percutera sur les beaucoup. auteurs. Allez, encore une toute petite. Merci. Petite. Une petite question. On avait parlé du rôle des rapporteurs. Donc je me disais, si à votre avis, PCI est une bonne solution pour le rapporteur en ces deux sens. Donc d'une part, si vous avez des difficultés à trouver des rapporteurs par rapport aux classiques, plus ou moins en difficulté. Et d'autre part, si justement il y a un regard vers les difficultés auxquelles les rapporteurs sont confrontés, typiquement le fait que parfois on a des contraintes temporelles. Donc est-ce que vous avez une politique de dire on permet aux éditeurs de mettre des contraintes temporelles ou pas du tout voilà. Marjolaine, c'est pour toi? Alors, pour avoir travaillé dans une revue classique publiée par un gros publisher pendant plusieurs années, je ne vois pas vraiment de différence entre la difficulté à trouver des reviewers. C'est vraiment très lié à l'article. C'est lié au recommandeur qui va le prendre en charge, c'est-à-dire qui va faire jouer aussi son réseau pour trouver des reviewers. Après, voilà, il y a des articles où il faut faire 30 invitations et il y en a où il y en a besoin juste de 5. Quoi. Et voilà, c'est très variable. On n'a pas vraiment. Et après, il n'y a pas de contrainte qui est mise sur les reviewers particulièrement. Enfin, ils sont libres de structurer leur review comme ils le veulent. Par contre, le recommandeur a vraiment un rôle. Le recommandeur et le managing board, qui est un peu l'équivalent de l'éditeur en chef, ont un rôle d'évaluation de la qualité. Enfin, ils doivent s'assurer que la review est une vraie review, quoi. Voilà. J'en profite juste pour souligner un point qui nous semble important. Le fait de publier les reviews, on a vraiment l'impression que ça a un avantage. Déjà, c'est une reconnaissance du travail d'évaluateur, ça c'est important. On a également le sentiment que les évaluateurs font un travail de meilleure qualité. C'est-à-dire ils savent, in fine, que leur review risque d'être publiée en cas de recommandation. On ne publie pas. Hein. Si l'article n'est pas recommandé, on ne met pas un flag négatif, on transmet aux auteurs. Mais dans le cas où c'est recommandé, donc c'est publié. Et donc les auteurs se disent, voilà, et on a, alors c'est difficile, on ne peut pas le quantifier, l'impression qu'ils font un travail de meilleure qualité, de plus approfondi. Et juste un dernier point pour faire un peu la pub de la PCI Registered Report. C'est la PCI qui a le plus de succès actuellement parmi toutes les PCI. Il y a une activité qui est foisonnante et débordante. C'est la PCI où ils ont le moins de problèmes pour trouver des recommandeurs, pour prendre en main les papiers, et le moins de problèmes pour trouver des reviewers pour faire les évaluations. Et on pense, nous, vraiment que le modèle Registered Report, c'est un truc nous, on va essayer de le promouvoir le plus possible pour l'étendre aux autres disciplines qui sont représentées par les autres PCI. Et on pense que c'est l'avenir, ce truc-là, vraiment. Merci beaucoup. Je suis forcée de vous interrompre. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres questions, mais on aura une pause d'une demi-heure tout à l'heure. Merci Hélène. Merci beaucoup. Merci.